evening, viewers. It is News Hour on Spectrum Television. Coming up tonight, bond loans will be made available as from the 9th of May for the disposal of the public, as about 200 billion CFA francs has been set aside for this purpose. Interest rates stands at 6.27%, as it is aimed at encouraging people of all walks of life exercising their duties on a liberal platform. Tonight's newscast dissects the stakes of the mouth-watery service with interest and annual payments to be made available. Hello viewers, you're welcome to tonight's bilingual newscast on Spectrum Television. Our first element comes up in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons ce journal en économie. Le Cameroun veut mobiliser 200 milliards de francs CFA sur le marché financier. Les caractéristiques de cet emprunt obligataire sont connues. Le taux d'intérêt, les placeurs, les investissements à réaliser sont entre autres grandes lignes de ce programme. On fait le point avec vous, Mireille Chabzi. Le 29 avril 2022, que la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale a délivré au Cameroun le visa pour le lancement de son emprunt obligataire pour le compte de l'année 2022. Ce 6e emprunt obligataire de l'histoire des finances publiques du Cameroun présente moultes articulations. Tout d'abord, suivant les contours de l'opération, l'État camerounais est autorisé à effectuer une opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne pour un montant de 200 milliards de francs CFA. Cet appel public à l'épargne est assorti d'un taux d'intérêt de 6,25% pour une maturité de 7 ans, dont 2 ans de différé. Pour ce qui concerne les placements, les souscriptions pourront se faire auprès de 27 banques et autres sociétés de bourse agréées dans la zone CEMAC. Par ailleurs, pour ce qui est des investissements à réaliser, l'on apprend que les 200 milliards de francs CFA mobilisés permettront de réaliser des projets d'infrastructure, la plus grande part, soit 70,5% équivalent à 141 milliards de francs CFA. Sera donc injecté dans l'aménagement urbain et la construction des routes, notamment l'autoroute Yaoundé-Douala phase 1, le projet routier en cours dans le cadre du plan d'urgence triennal, ainsi que les travaux de désenclavement du bassin agricole dans la région de l'Ouest Cameroun, sans oublier la route Mengonçon-Mélima, l'extension du port en eau profonde de Kribi phase 2, y trouvera également son financement. Rappelons qu'en avril déjà, 4 co-arrangeurs s'étaient prononcés pour cet emprunt obligataire. À eux seuls, ils émettaient une enveloppe de 180 milliards de francs CFA. Il s'agit de BGFI Bourse, Afriland Bourse and Investment, Société Générale Capital Securities et Upland Security Central Africa. Signature d'une convention de partenariat ce jour entre la communauté urbaine de Douala et le port autonome de Douala. La dite convention porte sur la mise en place d'un comité interadministratif chargé de définir le cadre institutionnel de réalisation du projet Sawa Beach. Léla Renganzo. Lancement effectif ce jour de la phase de pilote du projet Sawa Beach à travers la signature d'une convention de partenariat entre la communauté urbaine de Douala et le port autonome de Douala. Une convention portant sur la mise en place d'un comité interadministratif chargé de définir le cadre institutionnel de réalisation du dit projet. Partenariat public-privé avec l'État représenté par le PAD, le projet Sawa Beach s'inscrit dans la vision globale de l'accord cadre de coopération ville-port entre l'ACUD et le PAD, Douala étant une ville portuaire. La caractéristique du port de Douala est qu'il s'agit d'un port qui est dans une ville et les activités du port impactent sur la ville autant que les activités de la ville impactent sur le port. Et donc il était indispensable et nécessaire et même vital que les deux structures s'asseyent pour examiner ensemble la meilleure façon de développer des synergies positives pour que, comme l'a souligné M. le maire, que tout ce qui est fait contribue à la compétitivité à la fois de la ville et du port. Vous comprenez avec ça que, en bonne intelligence, on ne peut pas se passer
cet accord de partenariat. Avec pour vision l'aménagement du pôle multifonctionnel du New Bonapriso sur un site de 127 hectares, le projet Sawa Beach se résume en la création d'un milieu attractif et résilient avec un design urbain de niveau international. Identifié en 1983 lors de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Douala, ce projet veut transformer la ville en une métropole économique régionale moderne tournée vers l'avenir. C'est une nouvelle ville que nous sommes en train de mettre en chantier et qui va transformer radicalement le visage de Douala. Mais en même temps, nous le disons toujours, la ville de Douala se veut une ville attractive, une ville qui attire les investissements. Et cela n'est possible que si le port lui-même est attractif et si le port est compétitif. Donc nous devons travailler dans la main afin que la ville soit toujours plus attractive et que le port profite de cette attractivité pour devenir lui-même toujours plus compétitif et ainsi de suite renforcer aussi par la suite l'attractivité de la ville. Parce qu'un port compétitif est un port qui attire aussi des opérateurs et la ville ne peut qu'en profiter. La cérémonie de ce jour s'est achevée par un appel lancé par le maire de la ville pour la constitution d'une coalition solide avec les collectivités coutumières, les banques, assurances, les architectes et bien entendu la diaspora. Le ministre de la décentralisation et du développement local a inauguré ce jour ici à Douala la maison de la jeune fille Chantal Biya de l'arrondissement de Douala 2e. C'est un édifice qui va servir à la facilitation de la recherche d'autonomie socio-professionnelle des jeunes filles. Inès Panga. Les dernières actualités des influenceuses sur les réseaux sociaux remettent la problématique de l'éducation de la jeune fille en question. En tant que pilier de la famille et de la société africaine, pour plusieurs observateurs, la jeune fille doit être accompagnée dans la recherche de son autonomie. Cela passe pour la mairie de Douala 2e par un centre de formation appelé Maison de la jeune fille, Chantal Biya. On a une très grosse déperdition dans la jeune féminine, notamment dans la jeunesse, en termes d'éducation et donc d'emploi. C'est une infrastructure qui va permettre aux jeunes femmes qui n'ont pas eu l'avantage de suivre ce qu'on appelle les formations longues, d'apprendre un métier qui les rend autonomes. C'est également une institution qui va jouer un rôle de prise en charge de la jeune femme et de la femme tout court. Plus de 400 millions de francs CFA ont servi à sa construction et à son aménagement, un financement du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale en abrégé FECOM. C'est un bâtiment de type rez-de-chaussée plus 2 étages où seront offertes des formations professionnelles. Il y a des jeunes femmes qui vont apprendre la pédicure, qui vont apprendre la cuisine, qui vont apprendre la prise en charge des jeunes enfants. Et tout cela fait en sorte, je suis certain que si vous venez ici dans 2-3 ans, beaucoup de jeunes filles issues de l'arrondissement de Douala 2e seront autonomes et sauront se prendre en charge. Ce 4 mai 2022, le ministre de la décentralisation et du développement local procède à son inauguration. Nous poursuivons cette édition d'information avec vous, Joséphine Bindi. And of course, returning to work this morning, May 4, 2022, after a very long weekend, has been characterized by feasting and public holidays. Has not been easy for some workers here in the economic capital. Crystal Asexwele captured their reports in the following report. For some, it was quite challenging resuming work this morning, Wednesday, May 4, 2022, after a long weekend of feasting coupled with 2 public holidays has been such a chore for many workers met this morning in their offices in the economic capital city, Douala. Préparer la fête du Ramadan qui s'est merveilleusement. Saturday and Sunday, we were already busy preparing for the feast of the Ramadan, which went on well, and thereafter we were surprised with the news of the public holiday of Monday, which permitted us to rest.
Although waking up this morning was quite challenging, coupled with the morning traffic. Il y avait de l'embouteillage en route, donc c'est vraiment, la reprise est un peu difficile ce matin quand même. N'a pas été du tout facile, mais étant donné que nous sommes encore... Getting to work this morning was quite difficult. Conscious of my obligation, I was obliged to get going. My greatest challenge, however, was the morning traffic. J'ai fait pratiquement 1 heure de temps dans les embouteillages pour rejoindre mon travail. Despite the challenges faced by some workers going back to work, this morning, others managed to pull their weight, conscious of the accumulated bulk of work awaiting them. La reprise de ce matin n'a pas été facile, justement, parce que Resuming work this morning was not easy with a long weekend, but I was able to be on my desk at 7:30 as I was conscious of the huge task that was waiting for me in the office. sans être là, le travail s'accumule. Donc j'étais obligé d'être là, mais le réveil n'a pas été facile. This reluctance of going back to work as a result of the long weekend couldn't stop the reality of the moment from settling in. And let's move to the University of Buea, where on the occasion of the 2022 edition of the World Press Freedom Day, the Department of Journalism and Mass Communication carried out several activities marking the day. The ceremony was coordinated by the head of department, Honored Prof. Kingsley Lyongalangange, on May 3rd, 2022. Details in the following report with Catherine Kone. The Department of Journalism and Mass Communication in the University of Buea joined the world in celebrating the 2022 edition of the World Press Freedom Day under the theme Journalism Under Surveillance at the Dorothy Lumunga Amphitheater. So press freedom is very essential. So when we celebrate press freedom, we celebrate it being aware that there is surveillance of journalists, there's surveillance of the media. But we cannot fold our arms and let it be that way. So we celebrate press freedom in order to assert and in order to call to the world and address the mind of the world to the fact that journalism needs to be free. And a free press is an asset to the whole world. A free press can never be a liability to the world. It can only be a liability to somebody who has something to hide. The day is being celebrated each year on May 3. That this is who we are, and journalism is everything that we are and we have. And if we don't celebrate ourselves, who will? I told them that 365 days we report stories about other people. This is one day to make 366 that we're talking about ourselves as media men. The day was instituted in 1993 by the UN General Assembly, following recommendations from UNESCO 26th General Assembly meeting in 1991. It was to create awareness and tell citizens and the public of the violations of freedom of the media, freedom of the press, freedom to be able to say what we have to say, to inform, educate, and entertain the public in order to have a better society. So every year we remind ourselves of that truth. The celebration also saw the recognition for hard work to some benevolent students. I would say it was first of all a surprise, but it means a lot to me to be singled out amongst 1,001 ex-students, to be awarded the certificate that I've received, the best, most supportive ex-student. I was just told by one administrator that this kind of award is rare that it is given to an immediate ex-student that I am. And for your information, I just graduated from corporate communication in the University of Buea, as you must have read in the magazine, topping the class and then serving as you might want to say as a locomotive for my classmates, most of whom were, I should say all of whom were younger than I. You can imagine that the youngest in my class was 21 years old compared to I, who is now virtually all the time. So this means a lot to be seen. It just comes to, give me
more inspiration and encouragement, because I have been doing this for so many years, and I got to a point where I felt that I could just relax, stay away from it. But this is a beckoning, this is some serious beckoning that you just have to keep going on and going on. And what can be so rewarding when you work and people recognize your effort, people recognize your contribution, especially in this landscape. In commemoration of the day, the 7th edition of the Chariot magazine was presented for the consumption of all. However, the purpose of the day is to celebrate the fundamental principles of press freedom, assess the state of press freedom throughout the world. Still talking press freedom, now we take you with this brief to the Meme Division on the occasion of the 2022 edition of World Press Freedom Day on May 3. The Senior Divisional Officer for Meme Division, Chamberlain Tuondong, received an award of excellence. The award was conferred to him by the Cameroon Association of English-Speaking Journalists Meme chapter for his open door policy to the press. More of that ceremony in the following interview by the Senior Divisional Officer for Meme. Let me seize the opportunity to talk to all of you, journalist family, Meme Division, who I know are trying your best to keep alive this delicate division within this also delicate period. I know what you are going through. The pressure time to time used to be too much. Where left and right, they want to force you to say what is not supposed to be said. The time of your maturity, you are trying your best. Mais Sondi s'est déclaré cette soirée au lieu dit Casse Bonakwamo, c'est dans le premier arrondissement ici à Douala. De nombreuses boutiques de vente du matériel électrique sont parties en fumée. Les sapeurs-pompiers et les éléments du commissariat du 4e arrondissement sont sur le terrain. L'intensité des dégâts, les pertes et les causes de cet incendie ne sont pas encore connues. Parlons santé à présent. Le supplément en vitamine A aide à se développer. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé publique, le ministère de la Communication et l'UNICEF, selon des informations recueillies ce jour dans le cadre d'un programme d'appui canadien. L'on apprend que la carence en vitamine A chez les enfants de moins de 5 ans entraîne 6% de décès. Mireille Sabzi. Au Cameroun, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est l'un des plus élevés au monde. 100 décès sur 1000 naissances vivantes, à en croire le Multiple Indicator Cluster Service. Selon les données de cette enquête, les taux les plus élevés se trouvent dans les régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et de l'Est. L'une des causes de ces décès est la carence en vitamine A qui augmente le risque de morbidité et de mortalité infectieuse chez les jeunes enfants et reste un problème très préoccupant. Selon les chiffres de l'UNICEF, au Cameroun, plus de 35% des enfants souffrent de carence en vitamine A, ce qui entraîne 6% de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Pour faire face à cette situation, le gouvernement et l'UNICEF ont mis sur pied des stratégies pour lutter contre la carence en vitamine A de ces enfants. Au préalable, il est question d'améliorer l'état nutritionnel de ces enfants. Au niveau national et dans toutes les 10 régions du pays, l'UNICEF, en collaboration avec le programme élargi de vaccination, travaille pour réintroduire la supplémentation en vitamine A dans les activités de routine et cibler les enfants de 6 à 11 mois au point de contact de vaccination dans toutes les formations sanitaires. À côté de ceci, d'autres stratégies sont mises en place par le gouvernement pour lutter contre le dit problème.
Par ailleurs, rappelons que le supplément de vaccination en vitamine A est en cours au Cameroun depuis 1998. La donation de 2022 de l'État canadien pour appuyer les efforts du gouvernement et de l'UNICEF est évaluée à 610 millions de francs CFA. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec Vio. Au Nigeria, des combattants affiliés au groupe État islamique ont tué 7 personnes dans l'attaque d'un village dans l'état du Borno, dans le nord-est. Cette nouvelle attaque est survenue mardi, peu de temps après l'arrivée du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Au Mali, la junte au pouvoir a déclaré mardi soir que la force anti-djihadiste française Barkhane n'avait plus de base légale pour opérer dans le pays. Après la dénonciation par Bamako des accords de coopération militaire, le ministre des Affaires étrangères déclare que la rupture est effective immédiatement. En Somalie, 10 soldats burundais ont été tués dans l'attaque menée mardi par les islamistes radicaux Shebab contre une base militaire de la force de l'Union africaine, a annoncé mercredi l'armée burundaise. Ni les autorités somaliennes ni l'UA n'ont évoqué de bilan dans leur communiqué publié mardi condamnant cette attaque contre la mission de transition de l'UA en Somalie. En Centrafrique, la situation des finances publiques est alarmante, a déclaré le ministre des Finances, Hervé Ndoba. La RCA, en guerre civile depuis 9 ans, est selon l'ONU le deuxième pays le moins développé au monde. Et voilà qui met fin à cette tranche d'information. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Josephine Bindi. Good night to you, Oriane. Good night to you, viewers. Thanks for watching.